Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent à ce webinaire. Je vais tout d'abord me présenter. Je m'appelle Amélie Andrieux, je suis pharmacienne assistante en pharmacotechnie au CHD Vendée de la Roche-sur-Yon, donc dans le service d'Héroïne Ringard. J'ai réalisé ma thèse l'année dernière autour de DRUGCAM. Ma thèse, en fait, il y a deux grands sujets. Il y a un sujet qui vise à évaluer en fait la place de DRUGCAM et faire une analyse de risque dans la gestion des risques. Et il y a un côté DRUGCAM aussi niveau performance. Donc là, aujourd'hui, dans ce premier webinaire, en fait, on va s'intéresser à l'impact de DRUGCAM dans la sécurisation de l'étape de préparation des chimiothérapies injectables. 2015, donc dans notre service, on a réalisé une analyse de risque en employant la méthode AMDEC carte au risque. C'est une analyse de risque a priori où on va coter les risques en fonction de leur gravité, leur fréquence et leur détectabilité. Et on va s'intéresser aux risques inacceptables, c'est-à-dire que ce sont les risques dont la criticité est supérieure à 252. Durant l'année 2015, c'était avant la mise en place de DRUGCAM, on avait le double contrôle visuel. Là, en fait, sur le diagramme, on va avoir les étapes liées au processus de préparation des chimiothérapies injectables et l'analyse de risque nous montre qu'on a 5 risques jugés inacceptables autour du processus sur les 4 étapes. Donc, sur les étapes de préparation et stérilisation du plateau, sur l'étape de réalisation de la préparation, sur l'étape de libération et sur l'étape de dispensation aux unités de soins. En 2018, on a réalisé une analyse précoce. Alors là, en 2018, c'était la mise en place de DRUGCAM. On s'est dit que face aux problèmes identifiés en 2015, on va essayer de mettre en place DRUGCAM pour répondre notamment aux risques qui étaient identifiés sur les 2 étapes de réalisation de la préparation et de libération de la préparation. Nous, en 2021, on voulait voir si la mise en place de DRUGCAM répondait aux besoins qui avaient été identifiés en 2015 et aussi voir s'il n'y a pas de nouveaux risques qui sont apparus avec l'utilisation de cet outil. Donc, on va faire appel à 3 méthodes. On a réalisé une AMDEC en 2021, ce qui va permettre de les comparer avec celles de 2015 et 2018. On a réalisé une analyse des anomalies détectées par DRUGCAM, c'est-à-dire que sur 8 semaines de production, on a regardé toutes les vidéos qui apparaissaient en anomalie et on a pu analyser les anomalies, leur nature, leur fréquence. Et la 3e méthode, j'ai réalisé un questionnaire Google Forms, donc peut-être qu'il y a des centres qui participent à ce webinaire qui ont répondu à ce questionnaire. C'est un questionnaire Google Forms qui s'adresse à d'autres centres utilisateurs de DRUGCAM et qui vise à évaluer leur pratique en routine et aussi une analyse de risque avec DRUGCAM. Tout d'abord, je vais parler des résultats qu'on a eu avec l'AMDEC 2021. Donc, je vais m'intéresser à l'étape de réalisation de la préparation et de libération de la préparation, parce que c'est là où DRUGCAM va agir préférentiellement. Donc, sur l'étape de réalisation de la préparation, sur le petit diagramme, en fait, vous allez voir qu'on a 6 grands risques identifiés. Parmi ces 6 grands risques identifiés, on va s'intéresser aux risques inacceptables. Et on va faire une comparaison avec les 3 AMDEC qui ont été réalisés, donc 2015, 2018 et 2021. Et la comparaison nous montre qu'on a 2 risques inacceptables qui apparaissent contrôlés. Donc le risque d'erreur d'étiquetage, puisque l'identitovigilance est assurée par DRUGCAM, donc à 2 reprises lors de la préparation. Et le risque de préparation non conforme, qui est diminué, puisqu'on a les étapes dites à risque de la préparation qui sont contrôlées par DRUGCAM. En parallèle, on a 2 nouveaux risques inacceptables qui sont apparus. On a le risque d'exposition du personnel, qui est non connu à l'heure actuelle. Et cet inconnu, en fait, on se pose des questions puisque DRUGCAM amène des modifications de manipulation des préparateurs. De plus, on a une étape supplémentaire, c'est-à-dire c'est l'étape de présentation de la seringue vide. Et donc, on a potentiellement un risque de contamination chimique du support de présentation et du plan de travail. Le risque de retard de préparation est lui aussi apparu. Alors, on a une dématérialisation de la fiche de fabrication avec DRUGCAM
ce qui amène, chez nous, ce que j'ai pu observer, une diminution de l'affichage des fiches de fabrication. Et nous, en fait, notre sens de priorité de fabrication est indiqué sur nos fiches de fabrication papier. Et on n'utilise pas en plus l'option de priorisation sur DRECAM, donc ce qui fait qu'on a eu des retards de préparation qui sont apparus un peu plus souvent. Sur l'étape de libération pharmaceutique, on a identifié 7 grands risques. La comparaison des 3 AMDEC montre qu'on a un risque inacceptable qui est contrôlé, c'est celui du risque de défaut de détection d'erreurs de préparation. Et on a 2 nouveaux risques inacceptables qui sont apparus. Donc le risque d'exposition du personnel, puisque en effet, si le plan de travail est contaminé, ça va forcément contaminer à la chaîne donc les salles de sortie, puis la paillasse de libération. Et on a un risque d'altération de la préparation liée à la gestion des reliquats. Donc, en fait, c'est déjà un problème qui avait déjà été identifié en 2015, donc avant DRECAM, où on a une mauvaise gestion des reliquats et l'outil, bien sûr, n'a pas amélioré ce côté-là. La deuxième méthode qui a été employée, c'était de regarder donc 8 semaines de préparation en anomalie. Et dans un premier temps, je vais vous définir le lexique que j'ai employé dans l'étude. Donc, petit rappel. Quand il y a un objet qui est présenté à DRECAM, s'il y a des éléments d'identification visuelle type data matrix, code barre ou l'étiquette de spécialité, quand c'est reconnu automatiquement par DRECAM, j'ai mis un petit verrou parce que c'est sécurisé. Lorsqu'il y a une tête de mort qui apparaît, on appelle ça une anomalie. Parmi les anomalies, j'ai 6 grands types. J'ai l'erreur de préparation, je peux avoir le défaut de détection par l'outil, je peux avoir un mésusage du préparateur, un défaut de paramétrage et le bruit de fond. Il vient après l'étape de correction. Lorsque l'étape de correction est reconnue par DRECAM, c'est une reconnaissance automatique et donc sécurisée. Si, au contraire, l'étape de correction, elle n'est pas bien reconnue, elle n'est pas reconnue par DRECAM, le préparateur peut être amené à faire une indexation manuelle. Et là, c'est une levée de verrou. S'il n'y a pas d'identification visuelle, de même, le préparateur peut être amené à faire une indexation manuelle et donc une diminution de la sécurisation de l'étape. Donc, en fait, sur nos 8 semaines de production, on avait 4316 préparations totales. Et on a détecté, DRECAM a détecté 1037 anomalies. Et nous, en regardant les vidéos, on a, selon notre lexique, vu 142 erreurs de préparation. Le taux d'anomalie, donc, il est à 24%. La première source d'anomalie qu'on va avoir, c'est les flacons. Donc, parmi les problèmes au niveau des flacons, on va avoir surtout des défauts de détection sur les flacons qui n'ont pas de code barre et des mauvaises détections aussi sur les flacons qui sont entourés d'un film et qui renvoient la lumière à la caméra. Et la deuxième source d'anomalie, ça va être les seringues, avec des défauts surtout de présentation par le préparateur, donc des mésusages. L'anomalie qu'on va retrouver la plus souvent, ça va être les défauts de détection, donc comme je vous disais au niveau des flacons ou au niveau des seringues. Et ensuite, la seconde, ça va être le mésusage du préparateur. Donc, on va retrouver le plus souvent un non-respect, par exemple, du scénario de DRECAM A6, et ce qui peut amener parfois à des indexations manuelles un peu plus fréquentes. Il peut y avoir aussi une non-utilisation du support de présentation ou des défauts de présentation d'objets. La troisième nature de l'anomalie, on va retrouver les erreurs de préparation, avec un taux d'erreur total en fait à 3,3%, c'est ce qui correspond à ce qu'on avait retrouvé dans la littérature. Dans les erreurs de préparation, qu'est-ce qu'on va avoir le plus souvent? Ça va être surtout des erreurs de volume. Donc, on a dans la majorité des cas, c'est-à-dire 59% des cas, des erreurs de volume non significatives inférieures à 5% par rapport au volume théorique. Et après, la deuxième source d'erreur, ça va être une omission de présentation d'une étape clé, c'est-à-dire seringue pleine, seringue vide ou l'étiquette patient en fin de préparation. Donc, la troisième méthode, c'était les questionnaires. J'ai envoyé questionnaire à 44 centres et j'ai eu 20 réponses. Voilà, donc ça me fait un taux de réponse à 45%. Dans un premier temps, je me suis intéressée aux pratiques en routine et notamment à l'indexation manuelle, puisqu'en fait, comme c'est une levée de verrou, on s'est dit que s'intéresser à l'indexation manuelle serait pertinent puisque ça peut être une source d'erreur.
Alors, parmi les réponses, j'ai 10 centres pour lesquels ils ont estimé, parce qu'il n'y a pas eu de calcul vraiment de fait, mais ils ont estimé à 10% l'indexation manuelle dans leur production. Pour un centre, ils ont refusé de faire certaines préparations qui obligeaient à gérer l'indexation manuelle en libération. Et pour 2 centres, l'indexation manuelle concerne toutes les préparations puisqu'ils vérifiaient le montage, notamment la purge des préparations. Nous, chez nous, on a 99% de la production qui est contrôlée par DRUCAM, dont les essais cliniques et les ATU, et on a calculé notre taux d'indexation manuelle et il a été calculé à 14%. La deuxième pratique en routine qu'on a voulu évaluer, c'était la libération pharmaceutique et la levée de doute, les méthodes de levée de doute. Donc, les pratiques sont un peu différentes en fonction des centres. Pour 70% des centres, la libération se fait par les pharmaciens en interne. Pour 20% des centres, on a une libération qui est partagée entre les pharmaciens et le préparateur, c'est-à-dire que c'est le préparateur qui va rendre libérable la préparation et c'est le pharmacien qui va effectuer la libération finale. Pour 10% des centres, on a une libération qui est réalisée intégralement par le préparateur. Nous, au CHD, on a une libération qui est effectuée par les internes et par les pharmaciens. Au niveau des méthodes de levée de doute employées, donc là, c'est quelque chose que j'ai retrouvé, c'est des méthodes qui sont employées presque par tous les centres. Voilà, donc lorsqu'on a un doute sur une préparation, la plupart vont venir visualiser soit partiellement, soit entièrement la vidéo. Ils vont vérifier les reliquats en fin de préparation. Il peut y avoir un contrôle analytique. Donc là, il y a un centre qui utilise le QC Prep en routine. Donc quand ils ont un doute, ils utilisent quand ils ont un doute sur une préparation qui est contrôlée par DRUCAM, ils vont faire un contrôle analytique. La vérification de la vidéo par une seconde personne. Quand on a un doute sur une vidéo, on peut toujours demander à un autre pharmacien de contrôler. Et questionner le préparateur en lui demandant s'il est vraiment sûr de lui. Quand par exemple, il y a une seringue qui n'a pas été bien montrée et que, pas montrée du tout à DRUCAM, mais que sur la vidéo, on ne voit pas forcément très bien, on peut questionner le préparateur. La deuxième partie qui nous intéressait, c'était la gestion des risques. J'ai demandé au centre utilisateur de m'évaluer l'anomalie qu'ils rencontraient le plus fréquemment en leur expliquant bien sûr auparavant le lexique. Pour eux, pour 50% des centres, ce qui arrive en priorité, ce qui arrive en premier, c'est les mauvaises détections d'objets. Et ensuite, ils vont avoir en deuxième position, 25%, ils vont avoir des mésusages le plus souvent. Donc nous, c'est ce qu'on a un petit peu observé aussi. Au niveau de l'estimation des fréquences des erreurs, alors c'est très centre dépendant et ça dépend de leur production journalière, bien sûr. Mais pour la majorité, 60%, ils vont estimer inférieur à une erreur par jour. Sur l'erreur la plus fréquente, pour 55% des centres, ce sont des erreurs de volume. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on a observé, nous aussi, dans notre étude. Au niveau de la gestion des risques, après, donc j'avais plusieurs questions sur ce que maîtrisait l'outil, les risques qui étaient maîtrisés par l'outil, et en parallèle, les nouveaux risques qui avaient été identifiés par les centres. Donc, tous les centres m'ont sorti la sécurisation d'étapes de préparation, puisque, en effet, DRUCAM va contrôler toutes les étapes de préparation, les étapes dites à risque. Ça apporte une fluidité de la production. Donc ça, c'est surtout chez les centres qui avaient avant le double contrôle visuel, il y a moins d'interruption de tâches. L'harmonisation des pratiques. En effet, avec DRUCAM Assist, on a un scénario qui est préconçu, donc on a une harmonisation des pratiques au sein des préparateurs. La traçabilité aussi est assurée puisque on a la conservation des vidéos et notamment c'est très intéressant pour les essais cliniques. La fiabilité de l'outil est aussi un point qui est ressorti. Et en effet, ça a été démontré par les études de La Rochelle où on a une fiabilité de DRUCAM qui est supérieure à la fiabilité du double contrôle visuel. Au niveau des menaces identifiées, celles qui sont ressorties majoritairement, on a un risque d'erreur qui est non planifié par le scénario. L'emploi d'indexation manuelle et la levée de doute, donc c'est un risque d'erreur. Le risque de contournement de l'outil et déviation de pratique. Donc, en effet, nous, on a observé qu'on a des déviations de pratique, notamment au niveau des bonnes pratiques de contrôle, c'est-à-dire qu'on a une perte du contrôle au niveau des plateaux, notamment.
Donc, lorsqu'ils préparent les plateaux, on a eu des pertes de bonnes pratiques, et notamment au niveau des lots. Et les préparateurs pensent à tort que DRECAM est discriminant sur les numéros de lots tout le temps, sauf que ce n'est pas forcément le cas. L'importance du paramétrage, puisque si on ne paramètre pas bien nos flacons quand on a un changement de marché ou des ruptures, on a un risque d'indexation manuelle important, ce qui est déjà alourdit la libération en pharmaceutique et qui peut être une cause aussi de passer à côté d'une erreur. Et on a aussi une perte de l'analyse critique des préparateurs, puisque donc on a DRECAM qui va guider pas à pas le préparateur, et on a donc une perte de réflexion sur les actes. Pour conclure du coup sur cette partie de gestion des risques, DRECAM, on a montré dans notre étude que ça avait un réel impact positif, puisqu'il supervise les étapes dites à risque d'erreurs de préparation, et ça apporte une réponse constante et fiable en éliminant un peu l'impact des facteurs humains. L'exposition professionnelle, donc ça c'est un point qu'on a donc identifié, dont on ne connaît pas actuellement les résultats. Actuellement, on a un interne qui fait sa thèse justement sur l'exposition professionnelle, qui a refait des prélèvements, et il y a déjà eu des prélèvements qui étaient faits en 2018. Donc, on va pouvoir faire une comparaison et évaluer l'impact de DRECAM sur la contamination chimique. Les déviations de pratique ont été mises en évidence. Donc, en fait, on a fait des mini-audits de pratiques internes avec les préparateurs pour notamment voir les bonnes pratiques de contrôle, revoir les bonnes pratiques de contrôle et retravailler aussi sur les supports de contrôle. La gestion d'indexation manuelle et le paramétrage sont aussi très importants. Notamment, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé, nous, en fait, on travaille sur des flash infos c'est un outil de communication. Et on a créé donc des flash infos, parce qu'on a des pharmaciens qui sont là de manière permanente, mais d'autres qui sont là un jour toutes les 2 semaines, donc ce qui permet aussi de communiquer de cette manière-là. Et sur des flash infos comme ça, on a créé des bonnes pratiques de libération sur DRECAM Control, ce qui permet, en cas de certaines situations identifiées, de savoir quoi faire. Et à côté de ça, on évalue ces pratiques-là aussi par des questionnaires. Je vous montrerai à la fin, je vous ai fait une capture de ce quiz et de ce flash info. Ainsi, donc, pour conclure, DRECAM permet d'objectiver la fréquence des risques qui sont donc peu ou pas connus, qui étaient peu ou pas connus avant sa mise en place, mais sûrement qui existaient. Ainsi, avec cet outil, les erreurs deviennent mesurables et quantifiables. Voilà, c'est un exemple de flash info que j'ai réalisé. Voilà, donc en fait, ça rappelle globalement comment les anomalies sont présentées sur DRECAM. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'indexation manuelle, quand on ne voit pas très bien un objet. Voilà, c'est toutes les conduites à tenir sur des cas qu'on avait déjà identifiés. Et ça permet comme ça d'avoir des libérations qui sont un peu plus uniformes au niveau des pharmaciens et de pouvoir limiter le risque de passer à côté d'une erreur. Et en parallèle, il y a des quiz qu'on a réalisés sur Google Forms qui permet aussi d'évaluer les pratiques. Donc, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans les formations d'un nouvel arrivant, par exemple. Voilà, en tout cas, je tiens à remercier tous les centres qui m'ont répondu pour ma thèse. C'était très intéressant. Et ça a permis de voir qu'il y avait des choses qu'on a retrouvées en commun et des nouvelles choses auxquelles on n'avait pas pensé.